rwandais présents dans la salle. J'ai prévu faire un plaidoyer pour des sanctions. Je préfère les suspendre pour le moment en attendant d'avoir la réponse du président rwandais, a fait savoir le chef de l'État. On l'écoute dans cet extrait. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du... Revenons tout d'abord à l'ambiance qu'a régné à l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Bruxelles, bien évidemment, pour participer à la deuxième édition du Global Gateway Forum, un cadre qui permet d'approfondir le dialogue sur le renforcement des partenariats stratégiques et qui répond aux défis géopolitiques et géoéconomiques. À sa descente d'avion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli par des officiels congolais et une forte communauté congolaise vivant à Bruxelles. On en parle avec Guylain Kabalunzi. Bruxelles, capitale de l'Europe, accueille du 9 au 10 octobre 2025 le Global Gateway Forum, un rendez-vous international pour renforcer la connectivité, l'énergie, le numérique, la santé et l'éducation. Des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'institutions financières multilatérales et des dirigeants du secteur privé séjournent dans la capitale belge pour participer à ce grand événement. Un événement qui verra la participation de la République démocratique du Congo représentée à son plus haut niveau. Arrivé à Bruxelles ce mercredi en fin d'après-midi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été chaleureusement accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur de la RDC près le Royaume de Belgique et le comité d'accueil restreint rangé sur le tarmac. Accueil chaleureux des officiels, mais aussi de la diaspora congolaise vivant à Bruxelles, amassée au sortir des installations aéroportuaires. Un accueil délirant pour témoigner aux premiers citoyens du pays un soutien pour ses efforts inlassables pour un meilleur avenir de la RDC. Et en marge de ces rendez-vous, plusieurs activités et rencontres avec des autorités belges et d'autres personnalités présentes dans la capitale belge sont prévues dans l'agenda du chef de l'État. Lancé par l'Union européenne, ce Global Gateway Forum se fixe pour objectif mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici à 2027 pour construire des liens durables, fiables et au service des citoyens de la planète.
Revenons au pays pour parler sécurité. Ils ont décidé de déposer leurs armes et d'être réinsérés dans la société. Eux, ce sont les ex-combattants des groupes armés CRP et de l'autodéfense. Ils viennent d'être démobilisés à Tchomia, dans la province de l'Ituri, par le PDD-RCS. On en parle avec Peggy Mukunda. Au total, 54 ex-combattants issus de groupes armés, CRP et autodéfense viennent d'être démobilisés en Tchomia, en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, par le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'administrateur policier du territoire de Djougou, du coordonnateur provincial intérimaire du PDDRCS, Flori Kitoko, et de la MONUSCO DDRCS. Pour le coordonnateur provincial du PDDRCS ad intérim Flori Kitoko, cette étape s'inscrit dans la continuité du processus des opérations de démobilisation en cours dans les territoires de Djougou et du Roumou, tel qu'annoncé récemment par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, lors de sa dernière mission en Ituri. Après avoir reçu leur carte de démobilisation, ces ex-combattants seront bénéficiaires de projets de réinsertion et intégration au sein de leurs communautés respectives. Ces projets sont financés par la MONUSCO DDRCS à travers le Fonds de cohérence pour la stabilisation et mise en œuvre par les ONG locales et des associations pour le développement. Les initiatives visent à consolider la paix et la stabilité en Ituri en offrant aux ex-combattants une alternative durable aux groupes armés selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Toujours dans le processus de paix dans la province de l'Ituri, les élus nationaux de cette province condamnent les tueries orchestrées par Thomas Lubanga à travers la milice CRP alliée du M23. Ils ont salué la bravoure des éléments des FARDC blessés au front, en ligne de front. On en parle avec Erikas Mouissi. Ces élus ont partagé la peine et salué la bravoure de ces militaires blessés sur les champs de bataille lors de la visite effectuée à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. Nous présentons nos vives condoléances aux familles éplorées, mais aussi nous disons que leur peine, c'est notre peine. C'est ici aussi le moment de saluer les efforts du gouvernement provincial, les efforts du gouverneur de la province. Ces infrastructures ici sont de nouvelles infrastructures qui n'ont jamais existé, qui sont mises ici pour soigner les militaires. Même si nous avons la grande gueule à critiquer les gens, acceptons quand même le peu des choses qu'on est en train de faire. Ça n'a jamais existé là. Tout ça, c'est pourquoi? Pour capitaliser les efforts qui sont menés par les FARDC. Ces parlementaires a invité l'ensemble des communautés ituriennes à se méfier de l'entreprise criminelle de Thomas Lubanga et ses alliés. À quoi ça sert aujourd'hui Thomas Lubanga? Il ne sert à rien du tout. Thomas Lubanga n'est pas révolutionnaire. Un révolutionnaire ne peut pas aller rester dans un palais huppé, tout ça. Un révolutionnaire, sa place est dans la brousse. Il ne peut pas rester en Kampala, il n'est pas révolutionnaire. Il faut qu'il quitte là-bas, qu'il écoute la voix de la raison. Son peuple est en train de mourir ici. Vous pensez que ceux qu'on a trouvés là, ce sont les banquiers, ce sont les bandites? Vous pensez que ceux qui sont là, ils sont que de Bahama? Ceux qui le babirent, je ne sais pas quoi. Non, on en a marre avec ces histoires-là. Il faut qu'à un moment donné que ça finisse. Ces élus ont enfin invité les gouvernements congolais à appuyer les autorités légalement établies ici en province de l'Ituri. Au chapitre de la santé, l'épidémie d'Ebola a été déclarée dans la province du Kasaï central et dans le but de mettre en place les contours d'intervention pour maîtriser cette épidémie déclarée depuis septembre dernier à Moika, province du Kasaï central. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, séjourne dans cette partie du pays. Il a échangé avec le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, pour des solutions idoines. Regardez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste mobilisé pour éradiquer l'épidémie d'Ebola qui sévit la zone de santé de Boulapé dans la province du Kasaï. Le ministre national de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est arrivé à Kananga ce mercredi 8 octobre 2025 en perspective de se rendre à Mwika pour s'assurer de l'organisation de la riposte.
À la tête d'une forte délégation, le patron de la santé au pays a échangé avec le gouverneur Joseph Moïse Kambouloun-Konko autour du comportement de la maladie. Lors de ces échanges au building administratif, il était question de passer en revue les premières mesures envisagées pour contenir l'épidémie dans son foyer initial, en empêchant notamment son entrée au Kasaï central. Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, a à juste titre salué les efforts du gouvernement Kamboulou. Ça fait 1 mois et demi que la maladie est en cours. Donc pour l'instant, nous sommes dans la phase aiguë. Donc nous sommes passés par ici pour voir comment est-ce que d'abord c'est ressenti ici, mais surtout pouvoir arriver sur terrain à Boulapé et nous assurer nous-mêmes de l'organisation de la riposte. Mais n'empêche, nous avons répondu rapidement au point que jusqu'à présent la maladie est contenue dans une seule zone de santé, c'est de Boulapé. On a des alertes de temps en temps dans les zones qui sont à côté. Nous surveillons tous les cas qui ont été en contact avec les malades. Bon, déjà la maladie n'est pas arrivée au Kasaï central, il faut être très clair, la maladie n'est pas ici. Justement grâce à la riposte et grâce à la vigilance des autorités. Je suis très content du travail qui est fait par le gouverneur de province et les autorités locales. La zone de santé de Boulapé en territoire de Mweka, où l'épidémie d'Ebola a été déclarée depuis le 4 septembre dernier, est à la porte d'entrée du Kasaï central. Joseph Moïse Kambouloun-Konko a, à l'occasion de son tête-à-tête avec ses membres du gouvernement central, réitéré la préoccupation de son administration de voir être renforcé dans les frontières naturelles de provinces du Kasaï et Kasaï central le dispositif sanitaire à la hauteur de la menace. Et pendant ce temps, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tamboué, est en mission d'itinérance dans la ville de Cabinda. Il a échangé avec le gouverneur de la Lomami. Leurs discussions ont tourné autour de l'évaluation de la situation sécuritaire sur place. Après l'étape de Mbujimaï et plus de 150 km parcourus sur la route nationale numéro 1, c'est vers 18h, heure locale, que le cortège du ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Tamboué est entré à Cabinda, chef-lieu, la province de Lomami, accompagné du gouverneur des provinces, Yvonne Iran Kalombo, et de plusieurs autres autorités civiles et militaires. Les ministres délégués à la Défense nationale s'est ensuite dirigé vers le gouvernorat, la province, en passant par sa chaîne de radio Tokumi Wapi, où une foule l'attendait. Et les Tamboué étaient une fois de plus surpris de cette marque d'amour, lui témoignée et manifestée par les Kabindés, ravis de les revoir aujourd'hui devenus ministres en Kisongé. Le ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants, a remercié d'abord ses frères et sœurs pour l'accueil chaleureux lui réservé. Ensuite, les Tamboué a remercié les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir jeté son dévolu sur sa modeste personne en les nommant comme ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants. Enfin, il a exhorté et invité la population de la ville de Cabinda à l'unité, à la paix et au soutien au chef de l'État pour ses efforts inlassables dans la recherche de la paix à travers le pays. C'est par une ambiance sans précédent que le ministre délégué à la Défense nationale et les Tamboué s'est séparé de ses frères et sœurs tout en leur annonçant la poursuite de sa mission d'évaluation sécuritaire dans les territoires de Lubao situés. Et des nouvelles émanant de l'Assemblée provinciale du Congo central, après l'installation du bureau d'âge présidé par l'honorable Landou Ntsongo et ses 2 secrétaires, les élus du Congo central ont voté à l'unanimité la déchéance de l'ancien bureau. C'est au cours de la première plénière présidée par le bureau d'âge sous la direction de l'honorable Landou Songo, assisté de ses 2 secrétaires, à savoir Gilit Mbenza et Omega Mbadou, que les députés provinciaux ont, au cours d'un vote à bulletin secret, confirmé la déchéance du président et du vice-président de l'Assemblée provinciale, à savoir Papi Mantezolo et Joseph Nsalambi. C'est à la majorité absolue que les députés se sont prononcés pour tourner la page de l'ancien bureau. Ce vote est intervenu après débat sur la conformité de lettre de démission présentée malheureusement au directeur de l'administration au lieu du président du bureau d'âge. Il reste donc à présent au bureau d'âge de lancer le processus de l'élection du nouveau bureau. À noter que le bureau d'âge a été installé lundi 6 octobre après les échauffourées et qui ont opposé députés entre eux, cassant tout à leur passage et blessant d'autres. À la base de cette bagarre arrangée, contradiction sur la procédure à mettre sur pied dans l'examen de pétitions adressées contre le président et vice-président accusés de mégestion et d'entrave à la bonne marche de l'organe délibérant.
À noter également que les travaux de la plénière vont continuer à se dérouler dans la salle de célébration de mariage à la mairie, comme aujourd'hui d'ailleurs, étant donné que l'hémicycle a été caillassé. Il s'est tenu à Kalemi, dans la province du Tanganyika, un atelier sur la consolidation du projet de résilience aux inondations urbaines en République démocratique du Congo. L'objectif est de valider les propositions des solutions technologiques d'investissement prioritaires. Regardez. C'est dans le cadre du projet de résilience aux inondations urbaines en République démocratique du Congo, PRIUR en sigle, qu'un atelier de consultation des parties prenantes au projet s'est tenu ce samedi 4 octobre 2025 à Victoria Palace, réunissant plus de 80 acteurs clés pour valider les propositions d'investissement prioritaires destinées à renforcer la résilience de la province du Tanganyika face aux inondations. Organisé par la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, cet atelier a été officiellement lancé par le vice-gouverneur Kaboumé Oulongo Isidore en présence de plusieurs autres personnalités techniques et administratives. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville, David Moukebambombo, a rappelé les nombreux dégâts causés par les inondations dans la ville, saluant l'arrivée du projet PRIUR comme une réponse concrète aux souffrances des populations locales. Comme nous le savons tous, la ville de Kalemi est sérieusement confrontée depuis plusieurs années à de nombreuses catastrophes liées notamment aux inondations récurrentes, aggravées parfois par des effets de changement climatique, l'absence de canalisation adéquate et la mauvaise urbanisation. Ces inondations, dont nous vivons certaines de ses conséquences jusqu'à ce jour, affectent gravement les infrastructures publiques comme privées de la ville. Pour sa part, le coordonnateur de la cellule infrastructure, Billy Chibambe-Nyembu, a présenté les principales activités du projet tout en mettant en lumière l'importance stratégique des infrastructures ciblées pour la province du Tanganyika. L'atelier de ce jour est le cadre idéal pour échanger à la base avec vous, les bénéficiaires du projet, afin d'opérer avec vous les choix sur les activités à financer par le projet, activités à réaliser avec vous pour votre bénéfice et votre intérêt. Il vise donc à assurer l'appropriation du projet à la base. Je reste convaincu qu'avec la mobilisation de chacun, nous saurons relever ce défi au bénéfice des populations de Kalemi et de toutes ces villes concernées par le projet. L'atelier avait pour but de convenir des investissements prioritaires pour la ville de Kalemi. L'assistance a insisté sur le fait qu'il faut agir urgemment par des investissements prioritaires pour sauver des infrastructures critiques, comme les boulevards Lumumba par exemple. Alors que les inondations s'intensifient et menacent même l'existence de la ville de Kalemi, ces projets représentent une lueur d'espoir pour les habitants et restent un levier important du développement durable pour toute la province. Et dans la province du Haut-Katanga, les travaux de la voirie urbaine évoluent normalement. L'autorité provinciale a effectué une descente sur le terrain. Il a fait le constat. Depuis quelques jours, Kinshasa, la capitale, et d'autres provinces de la République démocratique du Congo observent une baisse de prix de produits de consommation courante, conséquence directe de l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. C'est dans ces contextes que Kalim Bouyi, président de la VFR Vision Fachi Rénové, a réuni le membre et cadre de sa formation politique à Lubumbashi et du Haut-Katanga pour féliciter le gouvernement congolais pour le raffermissement du franc congolais face au dollar. En effet, Kalim Bouyi a fait savoir également que la stabilisation du franc congolais, la sécurisation des dépôts bancaires et le maintien de la masse demeurent une priorité pour le gouvernement congolais. À en croire, le peuple d'abord, ne pas un simple slogan, mais une réalité qui se matérialise par les actions concrètes menées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à ce que cette dynamique économique se maintienne pour contribuer à améliorer le pouvoir d'achat des Congolais et freiner la vie chère. Signalons par ailleurs que Kalim Bouyi encourage vivement le gouvernement congolais ainsi que le président de la République pour les efforts consentis. C'était plutôt la vision Fachi Rénové qui remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le raffermissement de la monnaie locale face à la devise étrangère. La guerre d'agression qui sévit
dans la province du Nord Kivu a de l'incidence négative sur plusieurs secteurs vitaux du pays. Parmi ces incidences, on peut citer la baisse de recettes. Le gouverneur militaire a présidé une réunion stratégique avec les opérateurs économiques. Reportage. Nous sommes venus comme ACAD, Grand Nord, et comme aussi membre de l'EDIC pour présenter à l'autorité provinciale certaines propositions qui vont nous aider à mobiliser davantage les recettes pour les comptes de la province. En fait, nous avons défini un cadre légal qui va nous permettre de nous appuyer sur certains secteurs du domaine d'importation, mais aussi certains secteurs de production locale pour essayer de mobiliser davantage les recettes. Et comme je l'ai dit, dans les 2 jours qui suivent, tout sera mis en ordre pour que le cadre légal soit défini et rendu public par l'autorité provinciale. Dans la province du Haut-Katanga, le certificat d'accréditation du laboratoire d'analyse des produits miniers sera remis officiellement dans les tout prochains jours. Le directeur général de l'OCC, Étienne Chimanga, est sur place pour les derniers réglages. Enterrer la hache de la guerre entre la Commission nationale de prévention routière CNPR et l'Association des représentants des transporteurs en douane du Congo ARTDC, c'est l'objet de la réunion tenue ce mardi 7 octobre 2025 par le maire de la ville de Kasumbalesa, Maître André Katampaka-Moignan. En présence de certains membres du comité local de sécurité, l'autorité urbaine a présidé les discussions autour de la numérisation de la perception des taxes dues à la CNPR à la frontière de Kasumbalesa. Ce qui n'a pas rencontré l'appréciation des représentants des transporteurs en douane qui craignent pour leurs intérêts. Rassurant les deux parties, le maire de la ville de Kasumbalesa a rappelé à la RTDC à accompagner l'État congolais et continuer à dialoguer avec leur partenaire qui est la CNPR. Nous venons de nous réunir avec l'association des représentants des transporteurs en douane, qui est une grande association qui contribue au mieux-être et au développement de cette entité et qui facilite les transactions au niveau douanier. Nous voulions leur annoncer en termes de sensibilisation du souci qui anime la République, de canaliser et lutter contre tout coulage des recettes. Dans les buts de maintenir la paix et les dialogues, une rencontre entre la RTDC et le directeur provincial de la CNPR sera convoquée dans les tout prochains jours. Pour l'instant, le climat de collaboration reste calme et le travail se déroule normalement. C'était plutôt la réunion de l'harmonisation de vues entre la CNPR et l'ARTDC. Le maire de Kasumbalesa, André Kapamba, a appelé les deux parties à mettre fin aux tensions autour de l'information de la perception de taxes. Et dans la province de la Lomami, le gouverneur Marmon Mbanza Maloumé a procédé à l'ouverture officielle de la conférence de présentation de la circulaire pour l'exercice 2026. L'objectif est d'orienter les services étatiques et les partenaires à l'élaboration du budget provincial pour l'année prochaine. La salle Sainte-Thérèse a servi de cadre ce lundi 6 octobre 2025 à la conférence de présentation de la circulaire contenant instructions relatives à l'élaboration du budget 2026. Une rencontre présidée par le gouverneur honorable Banza Maloumé Marmon à l'attention des chefs de division, les membres du gouvernement provincial, les honorables députés provinciaux. Pour le ministre des Finances, cette rencontre se tient en perspective de l'élaboration du budget 2026, tout en félicitant le gouverneur Marmon Banza pour toutes les réalisations en faveur du Olomami. Dans ce mot, l'exécutif provincial a invité les participants de tout faire pour doter à la province d'un budget réaliste et réalisable. Les séminaires d'orientation budgétaire constituent un boussole de l'ouverture et du démarrage du processus d'élaboration de l'édit et des décisions budgétaires pour l'exercice budgétaire 2026. Conformément à l'engagement de placer le développement de la province du Olomami au centre de nos préoccupations, l'édit budgétaire et la décision budgétaire sont des actes par lesquels sont prévus et autorisés par les organes délibérants respectifs
les ressources et les charges d'un exercice budgétaire. Le directeur du budget, à son tour, a expliqué la circulaire contenant les instructions suivies d'une séance d'éclaircissement. Cette circulaire assure la cohérence entre le budget provincial et national ainsi qu'avec les indicateurs macroéconomiques et précise le format et les échéances à respecter pour la soumission des prévisions. C'est à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, que la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Coutinho, a donné le coup d'envoi officiel de la tournée des consultations nationales de la jeunesse. On en parle avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. À son arrivée, la ministre a été chaleureusement accueillie par le ministre provincial de l'Intérieur, accompagné d'une foule nombreuse venue saluer cette visite historique. Ensemble, ils ont marché pas à pas jusqu'au gouvernorat où Madame la ministre a eu des entretiens avec le gouverneur de province, Willy Batuisila. Après cet échange, la ministre s'est rendue à la grande tribune de Kenge où elle a tenu un meeting populaire devant une population enthousiaste et mobilisée. Dans son adresse, elle a rappelé l'importance de donner la parole aux jeunes et de les impliquer activement dans la construction de la nation. La journée s'est poursuivie par une séance de consultation avec différents groupes de jeunes venus exposer leurs desiderata, propositions et attentes. Ces échanges directs ont permis de recueillir des avis sur les défis que rencontrent les jeunes du Kwango dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'entrepreneuriat et de la participation citoyenne. Ainsi s'ouvre une étape clé de cette grande tournée nationale placée sous le signe de l'écoute, du dialogue et de l'espoir d'une jeunesse écoutée, comprise et impliquée. Et puis la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Omba Kalama, a lancé l'atelier de prévalidation de la politique nationale de l'enfant, une politique qui vise à garantir à chaque enfant congolais le droit de vivre et de grandir, de participer au développement du pays. Et c'est un reportage de Tété Bongoudja. C'est un moment fort dans l'engagement de la RDC en faveur des droits de l'enfant. La politique nationale de l'enfant est un véritable engagement politique multisectoriel qui vise à garantir à chaque enfant congolais les droits de vivre, de grandir et de participer activement au développement du pays. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Omba Kalama, a encouragé les participants à formuler des recommandations concrètes et pertinentes afin de doter la RDC d'une politique solide, cohérente et durable pour la protection et l'épanouissement des enfants. Ensemble, agissons pour que cette politique, au terme du processus de sa validation, ne reste pas une rubrique dans les stratégies nationales, mais une priorité transversale pour laquelle nous agirons ensemble et concrètement pour que chaque enfant, où qu'il vive, ait une chance équitable de grandir et de s'épanouir. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Omba Kalama, a également salué le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision humaniste mettant l'enfant au centre des priorités nationales. Elle a aussi exprimé sa reconnaissance envers la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour son implication constante dans les questions liées au genre, à la famille et à l'enfant. Le processus d'élaboration de la politique nationale de l'enfant résulte d'un travail collaboratif entre le Conseil national de l'enfant, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les ministères sectoriels et les enfants eux-mêmes. Le ministre d'État du Développement rural, l'ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutomba, a procédé à l'inspection officielle des travaux de construction du centre de transformation agroalimentaire de Mbanzangungu dans la province du Congo central. Grégoire Mouchaïl Moutomba a aussi visité les terres fertiles du village Lamba dans la même contrée.
Dans le cadre du suivi des projets de développement rural, une mission d'inspection a été conduite à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central par le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe. Cette visite avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux de construction du centre de transformation des produits agricoles, notamment de la tomate ainsi que d'autres infrastructures connexes. Le ministre d'État était accompagné du professeur Michel Dissonamantindou, chef du projet du programme d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle, une initiative soutenue par la Banque africaine de développement. Ce centre multifonctionnel vise à promouvoir la valorisation des produits locaux, à renforcer les capacités des populations rurales et à favoriser l'entrepreneuriat agricole. C'est un ministère qui a pour but d'améliorer les conditions de vie de la population vivant dans les milieux ruraux, d'amélioration des infrastructures de base. Ça, c'est un programme spécial pour le ministère du Développement rural où nous avons la charge d'abord de l'eau, les ONHCR, nous avons qui s'occupent des routes, les OVDA, de l'habitat rural, le Sénari, nous avons qui s'occupent de l'information, comme vous êtes en train de le faire là, SNIR, nous avons qui s'occupent de l'électrification rurale, SNN et tant d'autres de services. Toujours dans la même contrée, le ministre d'État du Développement rural a foulé les terres fertiles du village Lemba, situé dans le territoire de Mbanza-Ngungu, pour une inspection de plusieurs hectares de champs de manioc. Il était accompagné du chef du projet du PROADER et du secrétaire général au développement rural. Dans ce coin du pays où la terre parle et le paysan écoute, le manioc devient plus qu'une culture vivrière. Cette inspection a permis de constater les progrès réalisés sur le chantier tout en soulignant l'importance de ce projet pour le développement socio-économique de la région. Le patron du développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir ce projet PROADER, une initiative rurale porteuse de croissance inclusive. Et puis le ministre provincial de la Santé et Prévoyance sociale de la ville-province Kinshasa, Dr Patricien Ngongo Abakazi, a procédé à l'inauguration d'une clinique spécialisée de la Fondation Diasama Urologie pour tous. Il a profité de l'occasion pour sensibiliser la population. C'est un reportage de Rodé Panda. Construit suivant les normes de la modernité, ce bâtiment à 4 niveaux abrite cet établissement sanitaire avec la spécificité de l'hôpital de nuit pour des soins de santé de qualité avec une capacité maximale de 23 lits. Les différents services sont répartis au premier niveau pour l'hospitalisation, le deuxième niveau réservé à l'administration et au service médical composé d'une salle d'opération chirurgicale. Cette clinique d'urologie et de médecine, centre hospitalier, va s'occuper aussi de la recherche et de la formation des médecins spécialistes grâce à cette œuvre du professeur Dr Diangienda Kuntima Diasama Pablo, qui a profité de l'occasion pour rendre hommage au président de la République Félix Tshisekedi et la première ministre Judith Suminwa avant de formuler une demande de l'appui du gouvernement dans cette action humanitaire. La permanence médicale dans cette formation sera assurée par 2 médecins en spécialisation en chirurgie. Une clinique spécialisée est une opportunité pour la population congolaise, a indiqué le docteur Bertien Tsadi Mfouene, président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Je puis dire avec assurance, en tant que président du Conseil national de l'Ordre des médecins, la compétence y est. Le ministre provincial de la Santé et Prévoyance sociale a encouragé l'initiateur de cette œuvre. On n'a pas assez de cliniques spécialisées dans notre capitale. C'est cette clinique qui va œuvrer pour prendre en charge les milliers de Quinoises et de Quinois qui auront des problèmes neurologiques. J'encourage le professeur de continuer comme ça. Avec son intelligence et en nature pour sauver des vies. Ce journal est terminé. Nous disons un grand merci à Guy Matundu qui l'a coordonné. Rodé Panda était à la réalisation. Nono Mantekou a assuré la rédaction de ce journal. Jean-C Matundu à la prise de vue. Joseph Oscar Mbalkaïj a assuré la supervision de la direction. Nous vous disons donc merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. 20h, Gaëtan Magalanou. Au revoir.